Je fus offerte à un guerrier apache comme une marchandise sans valeur, mon propre père me cédant pour quelques pièces d'or et une promesse de paix. Je me souviens encore de ces derniers mots prononcés avec un détachement glacial. Il disait que personne ne voudrait jamais d'une fille au visage marqué comme le mien, que les Apaches étaient or la seule option qui lui restait. Cette nuit-là, sous la lune impassible du désert, je crus que ma vie était terminée. Je ne savais pas encore que cette transaction cruelle serait le début de ma véritable existence, ni que l'homme qui m'avait acheté porterait sur moi le regard que j'avais toujours espéré recevoir de mon père. Le soleil de l'Arizona brûlait ma peau, alors que je me tenais devant notre modeste cabane, la main de mon père serrant mon bras avec une force inutile. Nous étions en 1876, et la vie à la frontière avait toujours été difficile, mais jamais autant que ce jour-là. Les cicatrices sur mon visage, séquelles de la variole qui avait emporté ma mère 3 ans plus tôt, me rendaient différente des autres filles du village. Mon père ne manquait jamais une occasion de me rappeler à quel point j'étais un fardeau pour lui. Son regard, toujours fuyant quand il se posait sur mon visage, me transperçait comme une lame. Il répétait que j'étais la raison pour laquelle aucun homme respectable ne franchissait plus le seuil de notre maison, que ma présence faisait fuir les prétendants potentiels. La cabane était plongée dans une obscurité oppressante. Ce matin-là, les volets fermés, comme pour cacher une honte. Mon père avait sorti sa meilleure chemise, celle qu'il ne portait que pour les occasions importantes. Je ne comprenais pas encore pourquoi il m'avait ordonné de rassembler mes maigres possessions dans un petit baluchon. Il me dit de me tenir droite, de ne pas parler, de ne pas le faire regretter sa décision. Ses instructions étaient aussi froides que le vent d'hiver qui balayait parfois notre vallée. Je sentais que quelque chose d'irréversible allait se produire, comme un animal qui pressent le danger avant même de le voir. Le bruit des sabots résonna dans la cour avant que je ne puisse poser la moindre question. 3 hommes à cheval approchaient de notre propriété, leurs silhouettes se découpant contre le ciel éclatant. Même à distance, je pouvais voir qu'ils n'étaient pas des hommes blancs. Mon père se redressa, une lueur étrange dans les yeux, mélange de peur et d'anticipation. Il me murmura de rester immobile et de garder les yeux baissés. Je sentis mon cœur s'accélérer, l'air devenant soudain plus lourd dans mes poumons. Les cavaliers s'arrêtèrent devant notre cabane, imposants sur leurs montures. Le plus grand des 3 mit pied à terre avec une grâce féline qui contrastait avec sa stature. Son visage portait les marques de nombreuses batailles, mais ses yeux étaient calmes, évaluateurs. Mon père s'avança, tendant une main que je n'avais jamais vue trembler auparavant, et il parlait en utilisant quelques mots d'espagnol et beaucoup de gestes. Je compris avec horreur qu'il me montrait, me désignait comme on présente du bétail sur un marché. Le guerrier apache s'approcha de moi, son regard s'attardant sur les cicatrices qui parcouraient mon visage. Je gardais les yeux baissés comme on me l'avait ordonné, mais je pouvais sentir son examen attentif. Il ne montrait ni dégoût ni pitié, simplement une curiosité tranquille. Il prononça quelques mots dans sa langue, des sons que je ne comprenais pas, mais qui semblaient avoir un poids immense. Mon père hocha la tête, un sourire de soulagement se dessinant sur ses lèvres. Il avait conclu son marché. Le reste se déroula comme dans un brouillard de confusion et de terreur silencieuse. Des pièces changèrent de main. Mon père signa un papier que l'Apache avait apporté. Je me demandais comment ces hommes, que les nôtres considéraient comme des sauvages, maîtrisaient les contrats écrits. Mon père me poussa en avant, me présentant comme un cadeau dont il était heureux de se débarrasser. Il ne me regarda pas dans les yeux quand il me dit que je partais vivre avec les Apaches maintenant, que j'étais leur propriété désormais. Je voulais crier, pleurer, m'enfuir, mais mon corps restait figé dans une immobilité issue de la terreur pure. Les histoires que j'avais entendues sur le traitement que les Apaches réservaient à leurs prisonniers tournaient en boucle dans mon esprit. Le guerrier me fit monter sur son cheval, me plaçant devant lui avec une douceur surprenante. Je sentis son corps solide contre mon dos, sa chaleur étrangement rassurante dans le froid de ma peur. Il dit quelque chose à mon père, des mots qui semblaient porter une promesse ou un avertissement.
Mon père ne me dit pas adieu. Il se contenta de rentrer dans la cabane sans un regard en arrière, la porte se refermant avec un bruit sourd qui résonna comme la fin d'un chapitre de ma vie. Le guerrier fit faire demi-tour à sa monture, et nous partîmes vers les montagnes. Le trajet fut long et silencieux, le paysage devenant plus sauvage à mesure que nous nous éloignions des terres des colons. Les arbres se faisaient plus nombreux, les rochers plus imposants, comme si la nature elle-même devenait plus vraie, plus authentique. Je me demandais ce qui m'attendait, si j'allais devenir une esclave, une servante, ou pire encore, la peur me nouait l'estomac. Mais étrangement, je ne regrettais pas la cabane de mon père. Il n'y avait jamais eu d'amour dans ces murs, seulement de la tolérance qui s'était transformée en mépris après la perte de ma mère et la maladie qui avait marqué mon visage. Le campement apache apparut au détour d'un canyon, niché entre les rochers comme un secret bien gardé. Des tipis s'élevaient vers le ciel, la fumée des feux créant une brume légère au-dessus du village. Des enfants jouaient, des femmes travaillaient, la vie suivait son cours dans une harmonie que je n'avais pas anticipée. Le guerrier me fit descendre de cheval avec précaution, comme si j'étais précieuse, et non une marchandise achetée à un homme désespéré. Il me conduisit à travers le camp, les regards curieux nous suivant sans hostilité ouverte. Nous nous arrêtâmes devant un tipi plus grand que les autres, décoré de symboles dont je ne connaissais pas la signification. Une femme âgée en sortit, son visage ridé par les années, mais ses yeux vifs et perçants. Elle me regarda longuement, puis hocha la tête comme si elle confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. Ce fut le début de ma nouvelle vie parmi ceux que j'avais appris à craindre. Ce fut aussi le début du mystère qui entourait ma présence parmi eux, car je sentais qu'il y avait plus dans cette transaction que le simple désir de mon père de se débarrasser d'une fille laide et inutile. Les premiers jours parmi les Apaches furent un tourbillon de confusion et d'adaptation forcée. On me donna un espace dans le tipi de la femme âgée, que j'appris à appeler grand-mère bien qu'aucun lien de sang ne nous unisse. Elle ne parlait pas ma langue, et je ne comprenais pas la sienne, mais ses gestes patients m'enseignaient les tâches quotidiennes. L'homme qui m'avait amené se nommait Naïché, un nom que je mis des jours à prononcer correctement. Je découvris qu'il était un chef de guerre respecté, un homme d'influence dans la tribu. Cette révélation ne fit qu'accentuer mon incompréhension quant à la raison de ma présence. Les nuits étaient le moment le plus difficile, lorsque le silence amplifiait mes peurs et mes doutes. Allongé sur ma couche, j'écoutais les bruits du désert et les murmures de la tribu, me sentant plus seul que je ne l'avais jamais été. Les larmes coulaient silencieusement sur mes joues marquées. Mais personne ne venait me consoler. Je remarquai que Naïché ne me traitait pas comme une servante ou une esclave. Il gardait ses distances, me regardant parfois de loin avec une expression indéchiffrable. Il ne venait jamais dans le tipi où je dormais, ne réclamait rien de moi, contrairement à ce que les rumeurs sur les Apaches m'avaient fait craindre. Grand-mère me montrait comment préparer les pots, coudre les vêtements, reconnaître les plantes comestibles. Ses mains ridées guidaient les miennes avec une patience infinie. Elle touchait parfois mes cicatrices d'un geste léger, prononçant des mots que je ne comprenais pas mais qui semblaient porter un respect inattendu. Un matin, alors que je puisais de l'eau à la rivière, une jeune femme apache s'approcha de moi. Elle était belle d'une beauté sauvage et fière, ses longs cheveux noirs brillant au soleil. Elle me parla en espagnol, une langue que je comprenais un peu grâce aux marchands qui passaient parfois par notre village. Elle s'appelait Alop, et elle m'expliqua qu'elle avait été capturée enfant lors d'un raid sur un village mexicain, puis adoptée par la tribu. Son espagnol gardait les inflexions de sa langue d'adoption, rendant ses paroles musicales malgré la dureté de certains mots. Alop me regarda droit dans les yeux, chose que peu osaient faire depuis ma maladie, et me dit que Naïché était son frère. Elle me demanda si je savais pourquoi il m'avait amené ici. Je secouai la tête, la gorge nouée par une appréhension soudaine.
Elle me raconta alors que Naïché avait perdu sa femme et son enfant l'hiver précédent, emportés par une fièvre que même les guérisseurs de la tribu n'avaient pu combattre. Depuis, il s'était enfermé dans un silence que seule la guerre semblait pouvoir briser. Je ne comprenais toujours pas le lien avec ma présence, et Alop sembla percevoir ma confusion. Elle hésita, comme si elle pesait le poids des mots qu'elle s'apprêtait à prononcer. Elle me dit que Naïché avait eu une vision, une de ces visions sacrées qui guidaient parfois les décisions des guerriers. Dans cette vision, il avait vu une femme au visage marqué comme le mien, une femme qui porterait la guérison dans ses mains. Il avait cherché cette femme pendant des mois, suivant les indications de sa vision jusqu'à notre village, jusqu'à la cabane de mon père. Alop me laissa avec cette révélation troublante, me disant que son frère attendrait que je sois prête, que je comprenne ma place parmi eux. Je restai près de la rivière longtemps après son départ, l'eau coulant entre mes doigts, comme les certitudes que j'avais sur ma vie s'écoulaient maintenant de mon esprit. Cette nuit-là, je regardais Naïché différemment lors du repas communautaire. Il mangeait en silence, respecté, mais seul, au milieu de sa tribu. Je vis la douleur qu'il cachait derrière son masque impassible, une douleur que je connaissais bien pour l'avoir portée moi-même. Les jours suivants furent marqués par une prise de conscience progressive. Je remarquai que grand-mère m'enseignait plus que les tâches quotidiennes. Elle me montrait les plantes médicinales, m'apprenait à reconnaître leurs propriétés, à préparer des remèdes. Ses mains guidaient les miennes pour masser les muscles endoloris, pour poser les cataplasmes sur les blessures. Je commençais à comprendre des bribes de leur langue, à saisir les nuances de leurs interactions. Je voyais comment la tribu fonctionnait, comme un tout, chaque membre ayant sa place et son importance. C'était si différent de la vie dans mon village, où l'isolement et la méfiance régnaient. Un soir, alors que je terminais de soigner la blessure d'un jeune garçon tombé d'un arbre, je levai les yeux et vis Naïché qui m'observait. Son regard n'était plus indéchiffrable, mais empli d'une émotion profonde que je ne pouvais nommer. Il s'approcha lentement, s'accroupit près de nous. Il parla au garçon, qui hocha la tête avec respect, avant de s'éloigner en boitillant légèrement. Naïché resta là, silencieux, me regardant comme s'il cherchait quelque chose dans mes yeux. Puis il parla, lentement, utilisant les mots de sa langue que j'avais appris et quelques mots d'espagnol. Il me demanda si je comprenais pourquoi j'étais là, si Alop m'avait parlé. Je hochai la tête, incapable de trouver les mots justes. Il tendit la main, hésita, puis la posa légèrement sur mon bras. Ce contact simple me fit frissonner, non de peur, mais d'une émotion nouvelle et troublante. Naïché me dit qu'il ne me forcerait à rien, que je pouvais partir si je le souhaitais. Il me ramènerait lui-même à mon village, si telle était ma volonté. Sa voix était douce malgré la rudesse de ses traits. Ses yeux ne quittaient pas les miens, malgré les cicatrices qui marquaient mon visage. Je réalisai alors que c'était la première fois depuis ma maladie qu'un homme me regardait, vraiment, qu'il voyait au-delà des marques sur ma peau. Cette réalisation fit monter des larmes à mes yeux, des larmes que je ne pus retenir. Naïché ne dit rien, ne fit aucun geste pour me consoler ou me faire taire. Il attendit simplement que mes larmes se tarissent, respectant ma douleur comme quelque chose de sacré. Quand, enfin, je retrouvai mon calme, il me demanda ma réponse. Je lui dis que je resterais au moins pour apprendre ce que grand-mère avait à m'enseigner. Je ne parlais pas du fait que je n'avais nulle part où retourner, que mon père m'avait vendu, sans regret. Je ne dis pas non plus que quelque chose en moi commençait à s'éveiller en présence de cet homme silencieux et respectueux. Naïché hocha la tête, un léger sourire adoucissant son visage marqué par les batailles. Il se leva, me laissant avec mes pensées et mes questions. Je le regardais s'éloigner, sa silhouette se découpant contre le ciel étoilé, et je sentis que ma vie prenait un tournant que je n'aurais jamais pu imaginer. Cette nuit-là, allongé sur ma couche dans le tipi de grand-mère, je repensais au chemin parcouru depuis mon départ forcé. La peur s'était transformée en curiosité, l'hostilité en respect mutuel. Mais une ombre planait toujours sur cette étrange situation, un mystère que je commençais à peine à entrevoir. Pourquoi mon père m'avait-il cédé si facilement?
Je savais qu'il ne m'aimait pas, mais même lui n'aurait pas dû accepter de donner sa fille à ceux qu'il considérait comme des ennemis. Et pourquoi Naïché semblait-il si certain que j'étais celle qu'il cherchait, celle de sa vision? Je me demandais s'il existait un lien plus profond, une vérité cachée derrière cette transaction qui avait changé le cours de ma vie. Le sommeil me prit alors que ces questions tournaient dans mon esprit, et pour la première fois depuis mon arrivée, je dormis sans cauchemar, bercé par le chant du vent dans les branches et le murmure lointain des voix de la tribu, qui devenait peu à peu la mienne. Les saisons passèrent, transformant ma présence parmi les Apaches d'une anomalie à une habitude. Mes mains apprirent la sagesse des plantes, mes oreilles la musique de leur langue, mon cœur le rythme de leur vie. Grand-mère m'enseignait avec une patience infinie, me traitant comme la fille qu'elle n'avait jamais eue. Naïché et moi développions une relation faite de respect mutuel et d'une tendresse qui grandissait jour après jour. Il ne me pressait jamais, attendant que je vienne à lui de mon propre gré. Nos conversations, d'abord hésitantes et fragmentées, devinrent plus fluides à mesure que j'apprenais sa langue et qu'il améliorait son espagnol. Une complicité s'installa entre nous, faite de regards échangés et de silences confortables. Je découvrais un homme profondément différent de l'image terrifiante que les colons se faisaient des guerriers apaches. Sous sa force et sa fierté se cachait une sensibilité que peu avaient le privilège de connaître. Un jour, alors que le printemps colorait le désert de fleurs éphémères, un messager arriva au camp. Son cheval était couvert de poussière, son visage tendu par l'urgence. Il s'entretint longuement avec les anciens et les chefs de guerre, parmi lesquels Naïché occupait une place importante. Je vis le visage de Naïché se durcir, alors qu'il écoutait les nouvelles apportées par le messager. Quand la réunion se termina, il vint me trouver près de la rivière où je lavais des bandages. Ses traits étaient étirés, ses yeux assombris par une préoccupation profonde. Il s'assit près de moi, regardant l'eau couler entre les rochers pendant un long moment avant de parler. Il m'expliqua que des troubles avaient éclaté près de la frontière, que des soldats américains avaient attaqué un campement apache, tuant femmes et enfants. La tension montait entre son peuple et les Blancs. Je sentis mon cœur se serrer à cette nouvelle, comprenant les implications pour la paix fragile qui régnait dans notre région. Naïché me regarda longuement, comme s'il pesait ses prochaines paroles. Il me demanda si je connaissais un homme nommé Thomas Sullivan. Ce nom me fit sursauter. Thomas Sullivan était un marchand qui passait régulièrement par notre village, un homme au sourire facile et aux manières affables qui cachaient, disait-on, une cruauté certaine dans ses transactions. Je l'avais toujours évité, mal à l'aise sous son regard insistant. Je dis à Naïché que je connaissais cet homme de vue et de réputation, mais que je n'avais jamais eu de relation directe avec lui. Naïché hocha la tête, son expression devenant plus grave encore. Il me révéla alors que Sullivan était impliqué dans la vente d'armes aux deux camps, attisant les conflits pour son profit personnel. Je ne comprenais pas pourquoi il me parlait de cet homme, quel lien il pouvait y avoir avec moi. Naïché hésita encore, puis me dit que Sullivan était étroitement lié à mon père, qu'ils faisaient des affaires ensemble depuis des années. Cette révélation me troubla, car mon père n'avait jamais mentionné une telle association. Il avait toujours prétendu être un simple fermier, luttant pour survivre à la frontière. L'idée qu'il puisse être impliqué dans quelque chose d'aussi sombre que le commerce d'armes ébranlait le peu de certitude qui me restait sur mon ancienne vie. Naïché n'avait pas fini ses révélations. Il prit ma main dans la sienne, un geste d'une intimité rare entre nous, et me dit qu'il y avait une raison pour laquelle il avait cherché spécifiquement la fille de mon père. Une raison qui allait au-delà de sa vision, une vérité qu'il avait découverte lors de ses négociations avec les Blancs. Mon cœur battait à tout rompre alors qu'il rassemblait son courage pour continuer. Il me dit que ma mère, celle que j'avais perdue à cause de la variole 3 ans plus tôt, n'était pas la femme que je croyais. Ma véritable mère était une femme apache, capturée lors d'un raid mené par Sullivan et ses hommes près de 20 ans auparavant.
Le monde sembla s'arrêter autour de moi à ces mots. Je fixai Naïché, cherchant dans ses yeux un signe qu'il mentait ou se trompait. Mais je n'y trouvai que la vérité, dure et implacable. Il poursuivit son récit, me disant que ma mère s'appelait Lozen, qu'elle était la sœur du chef de guerre Victorio, un nom que même les Blancs connaissaient et craignaient. Elle avait été capturée alors qu'elle était enceinte, vendue comme esclave à un colon de la frontière. Ce colon était l'homme que j'avais toujours appelé mon père. Je me souvins alors des regards étranges que mon père me lançait parfois, de sa réticence à parler de ma naissance ou de ma petite enfance. Je me rappelais les traits de la femme que j'avais appelée mère, si différents des miens, et comment elle avait toujours gardé une distance émotionnelle malgré sa gentillesse. Naïché me raconta comment il avait découvert cette vérité lors d'une négociation avec Sullivan lui-même, comment l'homme s'était vanté d'avoir aidé à capturer la sœur de Victorio et de l'avoir vendue à un colon nommé William Harper, mon père. Sullivan avait mentionné l'existence d'une fille métisse, marquée par la variole, que Harper gardait cachée par honte de son origine. Les pièces du puzzle s'assemblaient, dans mon esprit, créant une image qui me donnait le vertige. J'étais Apache par ma mère. J'appartenais à ce peuple que j'avais appris à craindre puis à respecter. Mon père m'avait vendu à Naïché, non par simple mépris de ma laideur, mais pour se débarrasser d'une preuve vivante de son implication dans le trafic d'esclaves. Naïché me dit que Lozen était morte en captivité, peu après ma naissance, que la femme que j'avais connue comme ma mère était la seconde épouse de mon père. Il me révéla aussi que Victorio, mon oncle, cherchait toujours sa sœur disparue et l'enfant qu'elle portait. Je retirai brusquement ma main de celle de Naïché, me levant d'un bond. La tête me tournait, mon souffle se faisait court. Je m'éloignai en courant, incapable de supporter une seconde de plus le poids de ces révélations. Je courus jusqu'à épuisement, m'arrêtant finalement au bord d'un précipice qui surplombait la vallée. Le vent fouettait mon visage, séchant, les larmes qui coulaient sans que je puisse les retenir. Tout ce que je croyais savoir sur moi-même, sur ma vie, venait de voler en éclats. Je restai là jusqu'au coucher du soleil, regardant les ombres s'allonger sur la terre rouge. Des questions sans réponse tournoyaient dans mon esprit. Qui étais-je vraiment, cette femme apache dont je portais le sang sans le savoir, cette Lozen dont je n'avais aucun souvenir? Comment aurait été ma vie si elle avait survécu, si j'avais grandi, en connaissant mes véritables origines? Le ciel s'assombrissait quand je sentis une présence derrière moi. Je n'eus pas besoin de me retourner pour savoir que c'était Naïché. Il s'assit silencieusement à côté de moi, respectant mon besoin de silence. Sa présence était comme une ancre dans la tempête de mes émotions. Quand enfin je trouvai la force de parler, ma voix était rauque de larmes et de colère. Je lui demandai pourquoi il ne m'avait pas dit la vérité dès le début, pourquoi il avait attendu si longtemps pour me révéler qui j'étais réellement. Naïché me répondit avec une honnêteté désarmante. Il craignait que je ne puisse accepter la vérité, que le choc ne soit trop grand. Il voulait que j'apprenne à connaître son peuple, mon peuple, avant de découvrir mes origines. Il espérait que je trouverais ma place parmi eux, naturellement, guidé par le sang qui coulait dans mes veines. Je lui demandai alors si sa vision, celle d'une femme au visage marqué qui apporterait la guérison, n'était qu'un mensonge pour justifier ma présence. Son regard se fit intense quand il me répondit que la vision était réelle, qu'il l'avait eue avant même de découvrir mon existence. Il me dit qu'il croyait que les esprits l'avaient guidé vers moi pour plusieurs raisons, que mon rôle dans la tribu allait au-delà de mes dons de guérison. Il pensait que je pourrais être un pont entre deux mondes, ayant vécu des deux côtés de la frontière invisible qui séparait nos peuples. Ces paroles résonnèrent en moi avec une force inattendue. Un pont entre deux mondes. N'était-ce pas ce que j'étais devenu sans le savoir, ni totalement blanche, ni totalement apache, marquée physiquement d'une manière qui me rendait différente dans les deux communautés? Naïché me parla alors de Victorio, me disant qu'il était un homme honorable et juste, malgré sa réputation de guerrier féroce. Il me dit que mon oncle serait fier de me connaître, de voir la femme que j'étais devenue,
malgré les circonstances de ma naissance et de mon enfance. Il me proposa de m'emmener à lui, de me présenter comme la fille de Lozen retrouvée après tant d'années. Cette idée me terrifia et m'attira tout à la fois. Une partie de moi voulait connaître cet homme qui partageait mon sang, cette famille, dont j'ignorais l'existence jusqu'à ce jour. Mais une autre partie de moi, plus sombre et plus blessée, voulait confronter l'homme que j'avais appelé père toute ma vie. Je voulais lui demander en face pourquoi il m'avait menti, pourquoi il avait gardé une enfant qu'il méprisait, pourquoi il avait choisi de me vendre plutôt que de me dire la vérité. Je partageais ces pensées avec Naïché, qui m'écouta sans jugement. Il me dit que ces deux chemins s'offraient à moi et que lui seul ne pouvait décider lequel je devais emprunter. Il me promit seulement qu'il serait à mes côtés, quelle que soit ma décision. La nuit était tombée complètement maintenant, les étoiles brillant d'un éclat presque surnaturel dans le ciel du désert. Je regardais ce ciel, le même que mes ancêtres Apaches avaient contemplé pendant des générations, et je sentis quelque chose se briser et se reconstruire en moi. Je ne savais pas encore quel chemin je choisirais, mais je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. J'étais à la croisée des chemins, portant en moi deux héritages, deux histoires, deux possibilités d'avenir. Et pour la première, fois depuis que les marques de la variole avaient défiguré mon visage, je sentis que ces cicatrices n'étaient pas une malédiction, mais un signe, une marque distinctive qui racontait une partie de mon histoire. Naïché prit doucement ma main dans la sienne, et cette fois, je ne la retirai pas. Nous restâmes ainsi, silencieux sous les étoiles, unis par une vérité qui changeait tout et par un lien qui dépassait les mots et les origines. La décision me vint au lever du soleil, clair comme la lumière qui chassait les ombres de la nuit. Je devais confronter mon passé avant de pouvoir embrasser mon avenir. Je dis à Naïché que je voulais retourner au village, face à face avec l'homme qui m'avait élevé dans le mensonge. Naïché hocha la tête, comprenant sans que j'aie besoin d'expliquer. Il me dit que nous partirions dès le lendemain, qu'il m'accompagnerait avec quelques guerriers de confiance. Sa présence me rassurait, me donnait la force dont j'aurais besoin pour cette confrontation. Le voyage de retour fut différent de celui qui m'avait amené au camp Apache. Cette fois, je n'étais pas une prisonnière terrifiée, mais une femme déterminée, chevauchant aux côtés de Naïché, comme son égal. Le paysage que nous traversions me semblait à la fois familier et étranger, comme si mes yeux le voyaient, vraiment, pour la première fois. Nous arrivâmes en vue du village au crépuscule du 3e jour. La silhouette des bâtiments se découpait contre le ciel rougeoyant, évoquant des souvenirs que je croyais avoir oubliés. Naïché proposa de camper à distance et d'entrer dans le village au matin, mais je secouai la tête. Je ne voulais pas attendre une minute de plus. Nous laissâmes les autres guerriers en arrière et approchâmes, Naïché et moi, de la cabane, que j'avais autrefois appelée mon foyer. Une lumière faible filtrait à travers les volets mal joints, signe que quelqu'un s'y trouvait. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il ne sorte de ma poitrine. Naïché posa une main sur mon épaule, me rappelant silencieusement qu'il était là, que je n'étais pas seul. Je pris une profonde inspiration et frappai à la porte. Le silence, puis des pas lourds. La porte s'ouvrit sur le visage de mon père, plus vieux et plus usé que dans mon souvenir. Ses yeux s'écarquillèrent en me reconnaissant, puis se remplirent de peur quand il aperçut Naïché à mes côtés. Il tenta de refermer la porte, mais Naïché l'en empêcha d'un geste ferme. Je m'avançai, entrant dans la cabane comme si elle m'appartenait encore. L'intérieur était plus délabré que dans mon souvenir, l'odeur de whisky flottant dans l'air stagnant. Mon père recula jusqu'au mur, ses yeux allant de moi à Naïché avec une terreur non dissimulée. Je me tenais devant lui, droite et digne, malgré les émotions qui menaçaient de me submerger. Je parlais d'une voix calme, lui demandant s'il savait qui j'étais vraiment. Son visage se vida de toute couleur à cette question. Il secoua la tête en un geste de dénégation pathétique, mais ses yeux trahissaient la vérité. Il savait. Il avait toujours su. Je lui racontai ce que Naïché m'avait révélé, comment ma mère avait été capturée, vendue, forcée de porter un enfant dans la captivité.
Je lui demandai si c'était vrai, si j'étais bien la fille de Lausanne, sœur de Victorio. Il s'effondra sur une chaise, vaincu par le poids de la vérité qu'il avait portée pendant tant d'années. Il admit tout, sa voix à peine audible. Il me raconta comment Sullivan lui avait amené Lausanne, comment il l'avait achetée comme on achète du bétail. Il me dit qu'elle était déjà enceinte quand elle est arrivée, que l'enfant qu'elle portait n'était pas de lui. Il avait accepté de la garder uniquement parce que Sullivan lui avait promis une récompense de la part du gouvernement pour avoir soustrait la sœur de Victorio à son peuple. Mais la récompense n'était jamais venue. Au lieu de cela, il s'était retrouvé avec une femme apache, qui refusait de parler, et un bébé métis qu'il ne pouvait pas reconnaître comme sien sans s'attirer le mépris des autres colons. Lausanne était morte peu après ma naissance, s'éteignant silencieusement comme une flamme privée d'oxygène. Il avait épousé une veuve du village qui avait accepté de m'élever comme sa propre fille, à condition que jamais personne ne sache la vérité sur mes origines. Les années avaient passé, et j'avais grandi en ignorant tout de mon héritage. Puis la variole avait frappé, emportant ma mère adoptive et marquant mon visage de façon indélébile. Les cicatrices avaient accentué mes traits apaches, rendant de plus en plus difficile de cacher mes origines. Mon père me dit que la proposition de Naïché était arrivée à point nommé. Sullivan l'avait prévenu que Victorio recherchait activement sa sœur disparue et l'enfant qu'elle portait. Il craignait que la vérité n'éclate, que sa complicité dans la capture et la vente de Lausanne ne soit découverte. Me vendre à Naïché lui avait semblé la solution idéale. Il se débarrassait d'une preuve vivante de son crime tout en gagnant la protection des Apaches contre d'éventuelles représailles de Victorio. Il n'avait jamais imaginé que Naïché me révélerait la vérité qu'il me ramènerait un jour pour confronter mon passé. Chaque mot qu'il prononçait était comme un coup de poignard dans mon cœur. Toute ma vie n'avait été qu'un tissu de mensonges, ma présence dans cette maison une simple question de profit et de circonstances. L'homme, que j'avais appelé père, ne m'avait jamais considéré comme sa fille, seulement comme un fardeau dont il fallait se débarrasser. Je sentis la colère monter en moi, une rage brûlante qui menaçait de tout consumer sur son passage. Je voulais lui faire mal comme il m'avait fait mal, lui faire payer pour les années de mépris et de mensonges. Je voulais qu'il souffre comme ma mère avait souffert, comme j'avais souffert. Naïché dut sentir mon trouble, car il s'approcha, silencieusement, sa présence me rappelant qui j'étais devenu, au-delà de la douleur et de la colère. Je fermai les yeux un instant, me souvenant des enseignements de grand-mère sur l'équilibre et l'harmonie, sur la façon dont la vengeance empoisonne d'abord celui qui la porte en son cœur. Quand je rouvris les yeux, ma rage s'était transformée en une détermination froide. Je regardais cet homme brisé devant moi et je compris qu'il était déjà puni par sa propre existence misérable, par la peur qui ne le quitterait jamais. Je lui dis que je n'étais pas venu pour me venger, mais pour connaître la vérité et tourner la page. Je lui dis que je savais maintenant qui j'étais vraiment et que j'allais rejoindre mon véritable peuple, ma véritable famille. Il me regarda avec un mélange de soulagement et d'incompréhension. Il ne comprenait pas comment je pouvais renoncer à ma vengeance, comment je pouvais simplement accepter la vérité et avancer. Il ne comprenait pas que la plus grande victoire était de refuser de devenir comme lui, emprisonné dans la haine et la peur. Je me tournai vers Naïché, prêt à partir, quand mon père prononça le nom de Sullivan. Il me dit que le marchand serait bientôt de retour au village, qu'il apportait des armes destinées à être utilisées contre les Apaches. Il me donnait cette information comme une offrande, une pathétique tentative de rédemption. Naïché et moi échangeâmes un regard lourd de sens. Cette information était précieuse. Elle pourrait sauver de nombreuses vies si elle était utilisée à temps. Je remerciai mon père d'un simple hochement de tête, reconnaissant ce geste pour ce qu'il était, un minuscule pas vers une réparation qui ne serait jamais complète. Nous quittâmes la cabane sans un regard en arrière, laissant cet homme seul avec ses démons et ses regrets. L'air frais de la nuit me sembla plus doux que jamais, comme si un poids immense venait d'être retiré de mes épaules.
Naïché me demanda si j'avais trouvé ce que je cherchais, si la confrontation m'avait apporté les réponses dont j'avais besoin. Je lui répondis que oui, que je savais maintenant d'où je venais et où j'allais. Je lui dis que je voulais rencontrer Victorio, connaître l'homme qui était mon oncle, la famille que je n'avais jamais connue. Je voulais aussi utiliser l'information sur Sullivan pour empêcher d'autres pertes de vie, pour contribuer à la protection de mon peuple. Neige sourit, ce sourire rare qui transformait son visage sévère en quelque chose de lumineux et chaleureux. Il me dit que nous partirions dès l'aube pour rejoindre le campement de Victorio, que mon oncle serait honoré de rencontrer la fille de sa sœur bien-aimée. Cette nuit-là, alors que nous campions à distance du village, je regardais les étoiles avec un sentiment de paix que je n'avais jamais connu auparavant. J'avais confronté mon passé sans me laisser consumer par la haine. J'avais choisi la vérité plutôt que la vengeance, la vie plutôt que la destruction. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, quels défis m'attendaient encore sur le chemin que j'avais choisi. Mais pour la première fois, je me sentais entière, réconciliée avec les deux parties de mon héritage, prête à devenir la femme que j'étais destinée à être. Neige s'assit près de moi, son épaule touchant légèrement la mienne dans un geste d'intimité discrète. Il me dit que j'avais fait preuve d'un grand courage, que peu de personnes auraient eu la force de confronter leur passé comme je l'avais fait. Je lui répondis que c'était grâce à lui, à sa patience et à sa sagesse, que j'avais trouvé cette force. Il secoua la tête, me disant que la force avait toujours été en moi, attendant simplement le bon moment pour se manifester. Nous restâmes ainsi, silencieux sous le ciel étoilé, unis par une compréhension mutuelle qui dépassait les mots. Je savais que notre lien avait changé, s'était approfondi à travers cette épreuve. Ce n'était plus seulement le lien entre un guerrier et une femme qui l'avait ramené dans sa tribu, mais quelque chose de plus profond et de plus significatif. Le sommeil me gagna finalement, un sommeil paisible et réparateur, comme je n'en avais pas connu depuis longtemps. Demain serait le début d'un nouveau chapitre de ma vie, un chapitre que j'aborderai avec une clarté et une détermination nouvelles. L'aube nous trouva déjà en route vers les montagnes où Victorio et sa bande avaient établi leur campement temporaire. Neige avait envoyé un messager en avant pour annoncer notre arrivée et la nouvelle surprenante que nous apportions. Le voyage dura 3 jours, à travers des paysages de plus en plus sauvages et accidentés. Neige m'expliquait les signes que son peuple utilisait pour communiquer, les marques subtiles laissées sur les arbres ou les rochers pour guider ceux qui savaient les lire. Plus nous approchions du campement de Victorio, plus je sentais grandir en moi un mélange d'appréhension et d'excitation. Comment serait cet homme qui partageait mon sang, ce guerrier redouté des Blancs, mais vénéré par son peuple? Comment réagirait-il en découvrant que la fille de sa sœur perdue était toujours vivante? Neige percevait mon trouble et me rassurait à sa manière, par des gestes et des paroles simples qui allaient droit au cœur. Il me rappelait que le sang apache coulait dans mes veines, que j'avais déjà prouvé ma valeur au sein de la tribu, que Victorio verrait en moi non seulement le sang de sa sœur, mais aussi la femme forte que j'étais devenue. Le 4e jour, alors que le soleil atteignait son zénith, nous aperçûmes les premières sentinelles du camp de Victorio. Des signaux furent échangés, des mots prononcés dans un dialecte que je ne comprenais pas encore parfaitement. Puis les guerriers nous escortèrent jusqu'au cœur du campement. Les regards curieux nous suivaient alors que nous avancions entre les tipis. Je gardais la tête haute, consciente que ma première impression serait cruciale. Neige marchait, à mes côtés, son attitude témoignant de son respect et de la place que j'occupais désormais. Nous fûmes conduits jusqu'à un grand tipi décoré de symboles de pouvoir et de protection. Un homme en sortit, et je sus immédiatement qu'il s'agissait de Victorio. Grand et imposant, son visage portait les marques des années et des batailles, mais ses yeux étaient vifs et perçants. Ses yeux, je les reconnus. C'étaient les mêmes que ceux qui me regardaient dans le reflet de l'eau de la rivière, les yeux de ma mère, les yeux de ma famille véritable. Victorio nous observa en silence, son regard s'attardant sur mon visage, sur les cicatrices de la variole qui n'arrivaient
pas à masquer les traits que je partageais avec lui. Il échangea quelques mots avec Naïché, puis s'approcha de moi, lentement. Il leva une main et, avec une douceur surprenante pour un guerrier de sa stature, toucha légèrement mon visage, traçant du doigt une ligne invisible qui semblait connecter mes traits aux siens. Il prononça un nom que je n'avais jamais entendu, mais qui résonna en moi comme un écho lointain, Lozène, le nom de ma mère, de sa sœur perdue. Dans ce simple mot, je sentis toute la douleur de sa perte, tout l'amour qu'il lui portait encore après tant d'années. Je sentis aussi la reconnaissance, l'émerveillement de retrouver une partie d'elle en moi. Victorio me parla longuement, ce jour-là, me racontant qui était Lozène, la femme courageuse et fière dont je portais le sang. Il me dit qu'elle était une guérisseuse respectée, douée d'une intuition rare et d'une connexion profonde avec les esprits. Il me dit aussi qu'elle possédait un don particulier pour sentir la présence des ennemis, un don qui avait sauvé la tribu à de nombreuses reprises. Il me raconta comment elle avait été capturée lors d'une embuscade tendue par Sullivan, et ses hommes, comment ils l'avaient cherchée pendant des années sans jamais perdre espoir. La douleur était toujours présente dans sa voix quand il évoquait sa disparition, mais il y avait aussi une joie nouvelle, celle de retrouver en moi une partie de sa sœur bien-aimée. Je lui parlais à mon tour, lui racontant ma vie chez les Blancs, puis ma transformation au sein de la tribu de Naïché. Je lui parlais des enseignements de grand-mère, de ma découverte des dons de guérison que je semblais avoir hérités de ma mère. Victorio m'écouta avec attention, hochant parfois la tête comme si mes paroles confirmaient quelque chose qu'il savait déjà. Quand j'eus terminé mon récit, il se tourna vers Naïché, lui adressant des paroles que je ne compris pas entièrement, mais qui semblaient être des remerciements. Puis vint le moment de parler de Sullivan, de l'information que mon père nous avait donnée. Le visage de Victorio se durcit à la mention de ce nom, une haine ancienne et profonde assombrissant son regard. Il convoqua ses chefs de guerre, et une réunion fut organisée pour discuter de la marche à suivre. Les jours suivants furent intenses, remplis de préparatifs et de discussions stratégiques. Un plan fut élaboré pour intercepter Sullivan et son chargement d'armes avant qu'il ne puisse les livrer aux ennemis des Apaches. Naïché jouerait un rôle clé dans cette opération grâce à sa connaissance du terrain et des routes empruntées par les marchands. Durant cette période, je fus officiellement présenté à la tribu comme la nièce de Victorio, la fille de Lozène, retrouvée après tant d'années. Une cérémonie fut organisée pour célébrer mon retour, une cérémonie où je reçus un nouveau nom, un nom apache qui signifiait « celle qui revient de loin ». Je sentais que quelque chose changeait en moi durant ces jours passés dans le camp de Victorio. Les derniers liens qui me rattachaient à mon ancienne vie se dissolvaient, remplacés par un sentiment d'appartenance plus profond et plus authentique. Je n'étais plus l'étrangère au visage marqué, j'étais une femme apache, fière de son héritage et de sa place au sein du peuple. Naïché observait cette transformation avec un mélange de fierté et de tendresse. Nos moments ensemble étaient rares durant cette période de préparatifs, mais chaque regard échangé, chaque conversation partagée renforçait le lien qui nous unissait. Un soir, alors que la lune était pleine et que le camp se préparait, pour l'opération du lendemain, Naïché me demanda de le suivre jusqu'à un promontoire qui surplombait la vallée. Le paysage nocturne s'étendait devant nous, baigné dans la lumière argentée de la lune, d'une beauté à couper le souffle. Naïché me parla alors à cœur ouvert, me disant comment sa vision l'avait guidé vers moi, comment il avait su, dès notre première rencontre, que nos destins étaient liés. Il me dit qu'il n'avait pas prévu de s'attacher à moi de cette façon, qu'il avait simplement voulu me ramener à mon peuple, honorer la mémoire de ma mère et apaiser la douleur de Victorio. Mais le temps passé ensemble, les épreuves traversées côte à côte avaient créé entre nous un lien qu'il ne pouvait plus ignorer. Il me demanda si je ressentais la même chose, si j'envisageais un avenir où nos chemins resteraient unis. Son honnêteté, sa vulnérabilité touchèrent une corde sensible en moi. Je lui répondis avec la même franchise, lui disant comment ma perception de lui avait changé au fil du temps, comment la peur s'était transformée en respect,
puis en quelque chose de plus profond et de plus puissant. Je lui parlais de la façon dont il m'avait regardé dès le premier jour, voyant au-delà des cicatrices qui marquaient mon visage, reconnaissant la femme que j'étais vraiment. Je lui dis que personne ne m'avait jamais regardé ainsi, que ce regard avait été le premier pas vers la guérison de mon âme blessée. Naïché prit ma main dans la sienne, et dans ce geste simple, je sentis toute la promesse d'un avenir partagé. Nous ne prononçâmes pas de vœux cette nuit-là, mais un engagement tacite fut pris, scellé par le ciel étoilé et la terre ancienne sous nos pieds. L'aube nous trouva prêts pour l'opération contre Sullivan. Les guerriers étaient en position, attendant le signal pour intercepter le convoi d'armes. Victorio avait insisté pour que je reste au camp, mais j'avais refusé. Sullivan était une partie de mon histoire, du mal fait à ma mère et à moi-même. Je devais être présente pour cette confrontation finale. Neché avait soutenu ma décision, comprenant mon besoin de clôture. Il m'avait seulement fait promettre de rester en retrait, de ne pas m'exposer inutilement au danger. J'avais accepté, sachant que ma place dans cette bataille n'était pas au front, mais en soutien, prête à soigner les blessés si nécessaire. L'attente fut longue, tendue par l'anticipation et l'incertitude. Puis nous entendîmes le bruit lointain des chariots, le hennissement des chevaux. Sullivan arrivait inconscient du piège qui l'attendait. Tout se passa très vite ensuite. Les guerriers surgirent de leur cachette, encerclant le convoi avant même que les hommes de Sullivan ne puissent réagir. Les armes furent saisies, les hommes désarmés sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Sullivan fut amené devant Victorio et Naïché, ses yeux reflétant la peur et l'incompréhension. Il ne comprenait pas comment son convoi avait pu être intercepté, comment les Apaches avaient pu connaître son itinéraire. Puis son regard se posa sur moi, et je vis la reconnaissance se dessiner sur son visage, suivie d'une peur encore plus grande. Il me reconnaissait malgré les années passées et les changements que j'avais subis. Il reconnaissait en moi les traits de Lozen, la femme qu'il avait capturée et vendue. Victorio s'avança, imposant et terrible, dans sa colère contrôlée. Il parla à Sullivan dans un espagnol approximatif mais compréhensible, lui disant qu'il savait tout de son rôle dans la capture et la vente de sa sœur, dans la séparation de sa famille. Sullivan tenta de nier, de se défendre, mais ses mensonges sonnaient creux face à la vérité que nous connaissions tous. Victorio lui annonça alors son jugement. Sullivan ne serait pas tué, mais il serait dépouillé de tout ce qu'il possédait, de ses armes, de ses chariots, de sa richesse mal acquise. Il serait ensuite relâché, seul et sans ressources, obligé de traverser le désert à pied pour rejoindre la civilisation. Son sort dépendrait de sa force et de sa détermination, tout comme le sort de Lozen avait dépendu de sa capacité à survivre dans un monde hostile. La justice de Victorio était dure mais équitable, reflétant les valeurs d'un peuple qui comprenait le prix de la vie et le coût de la violence. Sullivan fut emmené, son destin désormais, entre ses propres mains et celles du désert impitoyable. Alors que je regardais les guerriers répartir les armes saisies, les rendant inutilisables ou les conservant pour la défense de la tribu, je sentis un poids se lever de mes épaules. Une page de mon histoire venait d'être tournée, une blessure ancienne commençait à se refermer. Naïché s'approcha de moi, son regard cherchant le mien avec inquiétude. Il voulait s'assurer que j'allais bien, que la confrontation avec Sullivan n'avait pas rouvert des plaies à peine cicatrisées. Je lui souris, un sourire sincère qui venait du plus profond de mon être. Je lui dis que j'allais bien, mieux que je ne l'avais jamais été. La boucle était bouclée, la vérité révélée, la justice rendue dans la mesure du possible. Je pouvais maintenant regarder vers l'avenir sans que le passé ne projette son ombre sur mes pas. Cette nuit-là, autour du feu de camp, Victorio annonça que Naïché et moi avions sa bénédiction pour unir nos vies si tel était notre souhait. Les deux tribus, celle de Victorio et celle de Naïché, seraient ainsi liées par un lien plus fort que les alliances politiques, un lien de famille et de sang partagé. La cérémonie eut lieu 3 jours plus tard, sous un ciel d'un bleu parfait
qui semblait refléter la promesse d'un avenir lumineux. Vêtu d'une robe traditionnelle apache que les femmes de la tribu avaient préparée pour moi, je me tenais face à Naiche, nos mains jointes dans un geste symbolique d'union. Les paroles rituelles furent prononcées, les bénédictions données, les promesses échangées. Je n'étais plus seul, plus perdu entre deux mondes. J'avais trouvé ma place, mon peuple, mon amour. Dans les yeux de Naiche, je voyais le reflet de la femme que j'étais devenue, forte et fière malgré les cicatrices qui marquaient mon corps et mon âme. Dans les yeux de ceux qui nous entouraient, je voyais l'acceptation et le respect, non pas malgré mes différences, mais grâce à elle. Ce jour marqua le début d'une nouvelle vie, une vie construite sur la vérité et l'amour plutôt que sur le mensonge et la peur. Une vie où mes cicatrices n'étaient plus des marques de honte, mais des symboles de survie et de transformation. 5 ans ont passé depuis ce jour où j'ai uni ma vie à celle de Naiche. 5 années de changement, de défis, mais aussi de joie profonde et de découverte continue. Notre tipi est maintenant rempli des rires de nos 2 enfants, un garçon et une fille qui portent en eux le mélange harmonieux de nos 2 sangs. Les temps sont difficiles pour notre peuple. Les Blancs continuent d'avancer, poussant les tribus toujours plus loin dans des territoires inhospitaliers. Victorio mène une résistance acharnée, refusant d'être parqué dans les réserves stériles que le gouvernement désigne pour les Apaches. Naiche et moi avons choisi une voie différente, moins belliqueuse, mais tout aussi déterminée. Nous travaillons à préserver notre culture, nos traditions, notre médecine, tout en apprenant à naviguer dans ce monde nouveau qui se construit autour de nous. Ma connaissance des 2 mondes est devenue un atout précieux. Je sers parfois d'intermédiaire lors des négociations, traduisant non seulement les mots, mais aussi les intentions et les valeurs d'une culture à l'autre. Je sais que ce n'est pas toujours suffisant, que les promesses sont souvent brisées, que la méfiance est profondément enracinée des 2 côtés. Mais je continue d'essayer, porté par la conviction que la compréhension mutuelle est possible, que la paix n'est pas qu'un rêve illusoire. C'est un chemin difficile, semé d'échecs et de déceptions, mais aussi de petites victoires qui nourrissent l'espoir. Ma réputation de guérisseuse s'est étendue au-delà de notre tribu. Des gens viennent parfois de loin pour me consulter, Apaches et Blancs confondus. La maladie ne connaît pas de frontières ethniques et la souffrance est la même, quelle que soit la couleur de la peau. Je traite chaque patient avec le même respect, la même attention, utilisant les connaissances que grand-mère m'a transmises et celles que j'ai acquises au contact des médecins blancs qui ont accepté de partager leur savoir avec moi. Naiche soutient mon travail avec une fierté qui me touche profondément. Il dit souvent que ma vision était juste, que je suis bien devenu un pont entre 2 mondes. Son amour me porte dans les moments de doute, sa force tranquille me rappelle pourquoi nous avons choisi ce chemin difficile. Les cicatrices sur mon visage sont toujours là, mais elles ont cessé de définir qui je suis. Les enfants de la tribu ne les remarquent même plus, habitués à mon apparence depuis leur naissance. Pour eux, je suis simplement la femme de Naiche, la guérisseuse, la conteuse d'histoires, qui leur parle de 2 mondes différents avec le même respect. J'ai appris que les véritables cicatrices sont celles que l'on porte à l'intérieur, les blessures invisibles qui façonnent nos peurs et nos choix. Ces cicatrices-là peuvent guérir avec le temps, l'amour et la compréhension. Elles peuvent même devenir des sources de force et de sagesse, des rappels constants de notre capacité à survivre et à nous transformer. Je pense parfois à mon père, à l'homme qui m'a élevé dans le mensonge puis vendu comme une marchandise sans valeur. Les nouvelles qui nous parviennent du village disent qu'il vit toujours dans sa cabane délabrée, seul avec ses regrets et ses bouteilles vides. Je ne ressens plus de colère envers lui, seulement une vague tristesse pour une vie gâchée par la peur et l'amertume. Je pense aussi à ma mère, à cette Lausaine que je n'ai jamais connue, mais dont je porte le sang et, dit-on, certains dons. Je me demande parfois ce qu'elle aurait pensé de la femme que je suis devenue, du chemin que j'ai choisi. J'aime croire qu'elle aurait été fière, qu'elle aurait compris mes choix et mes espoirs.
La vie n'est pas simple pour notre peuple en ces temps troublés. L'avenir est incertain, les menaces nombreuses. Mais chaque soir, lorsque nous nous rassemblons autour du feu, lorsque les anciens racontent les histoires de notre peuple, et que les enfants écoutent avec des yeux émerveillés, je sens que quelque chose d'essentiel est préservé. Neige et moi enseignons à nos enfants à être fiers de leur double héritage, à voir la richesse plutôt que la division dans leurs origines mêlées. Nous leur apprenons que la force ne vient pas de la haine ou de la peur de l'autre, mais de la compréhension et du respect mutuel. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à notre peuple, à nos enfants. Je sais seulement que nous ferons tout notre possible pour qu'ils grandissent dans un monde où ils pourront être fiers de qui ils sont, où leurs cicatrices, qu'elles soient visibles ou invisibles, seront des marques d'honneur plutôt que de honte. Mon histoire, qui a commencé dans l'abandon et le rejet, s'est transformée en un récit de découverte et d'acceptation. L'homme qui m'a acheté pour quelques pièces d'or est devenu celui qui m'a vraiment vu, qui a reconnu ma valeur au-delà des apparences. Les cicatrices qui m'avaient valu le mépris de mon propre père sont devenues les signes qui ont permis à Neige de me reconnaître comme celle de sa vision. Ce qui semblait être une malédiction s'est révélé être un don, une marque distinctive qui m'a mené vers mon véritable destin. Je me tiens maintenant sous le soleil de l'Arizona, mon visage marqué levé vers la chaleur et la lumière. Je ne me cache plus, je n'ai plus honte. Je suis la fille de Lozen, la femme de Neige, la mère de 2 enfants magnifiques, la guérisseuse qui connaît les secrets des plantes et les mystères du corps humain. Je suis celle qui a traversé l'obscurité pour trouver la lumière, celle qui a transformé la douleur en sagesse et le rejet en appartenance. Je suis une femme apache, fière et libre malgré les vents contraires qui soufflent sur notre peuple. Et quand je regarde mon reflet dans l'eau claire de la rivière, je ne vois plus les cicatrices qui ont défini mon passé. Je vois les yeux de ma mère, le sourire de mes enfants, l'amour de Neige. Je vois une femme entière, réconciliée avec son histoire, prête à affronter l'avenir quel qu'il soit. Maintenant, dites-moi, pourriez-vous pardonner après avoir découvert une telle vérité sur vos origines? Que feriez-vous si vous découvriez que toute votre vie était un mensonge? Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous. C'est gratuit et je vous promets d'autres révélations qui ébranleront vos certitudes.